Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour. Ça y est, nous sommes de retour et on a pas mal de choses sur lesquelles discuter. Et aujourd'hui, pour le retour de la question Raptors du jour, on va bien sûr parler du transfert possible de Kevin Durant aux Raptors. Les Raptors qui se sont placés, en tout cas, comme étant des candidats au trade de Kevin Durant. On va parler de ça aujourd'hui avec Alex de Dinoto, que je vais l'accueillir dans un petit instant. Avant cela, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'apporter votre soutien, à activer la petite cloche également pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. Et la question Raptors du jour, c'est parti. Alors, j'accueille Alex. Salut Alex. Salut Mike, bonjour tout le monde. Alex, déjà, on va commencer on va s'appuyer sur l'article qui est sorti sur sportsnet.ca, l'article du très bon, de l'excellent Michael Grange, qui est vraiment la source côté Raptors pour les infos inside. C'est vraiment lui qui a toujours tout. Généralement, il est très, très, très fiable. Donc, il a dit que les Raptors euh, sentaient, en tout cas, qu'ils avaient le meilleur package possible pour récupérer Durant. Il a précisé également que c'est eux qui le sentent. Ça ne veut pas dire que les Nets auront le même sentiment et qu'ils vont accepter à 100% l'offre qui sera faite par les Raptors. C'est un sentiment côté Raptors qu'il y a cette possibilité de récupérer Kevin Durant. Et une autre info qu'il a laissé sous-entendre, c'est que les Raptors ne mettraient pas Scottie Barnes dans la balance. Déjà, première question que j'aimerais te poser, parce qu'en fait, c'est une question Raptors du jour à laquelle on devrait mettre un S, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de cela. Pour toi, est-ce que Scottie Barnes est intouchable? Oui, pour moi, oui. En fait, on peut toujours éventuellement se dire que on a, oui, effectivement, aucune certitude sur le plafond de Scottie Barnes. On ne peut pas dire qu'il deviendra un joueur all-time comme les Kevin Durant. Il faut être honnête là-dessus. Mais vu le contexte, les antécédents de Kevin Durant et la philosophie des Raptors, philosophie de formation, de développement de joueurs, mais sans être dans un rebuild de 20 ans, c'est-à-dire qu'on forme des joueurs, mais on est toujours à viser le top 4 de notre conférence et les playoffs, voilà. Donc, pour moi, oui, Scottie Barnes doit être la pierre angulaire de Toronto sur les prochaines années. D'ailleurs, aucun intérêt à le transférer, puisque de toute façon, même Kevin Durant vient en face et on lui dit, bon, bah, par contre, en face, t'as plus Scottie Barnes, t'as plus rien. Je vois pas trop l'intérêt pour Kevin Durant non plus, quoi. À un moment donné, il faut rester compétitif dans ce qu'on va envoyer. C'est ça. Et là, c'est une deuxième question qui va être très importante. C'est qui faut-il envoyer pour rester compétitif? Parce que on l'a dit, Kevin Durant, le risque, et on l'a vu avec les Nets, c'est que l'équipe ne soit pas compétitive. Et la peur que certains ont, c'est que si ça ne marche pas au bout de 2 ans, ils veuillent repartir de nouveau, quitter les Raptors, et ensuite on aurait transféré tous les assets en termes de pic, plus certains joueurs qui auraient pu être des pièces pour l'avenir. Et ça, c'est une chose que Michael Grange note dans son article, c'est que vraiment, c'est un one-shot si tu prends Kevin Durant, parce que par la suite, si tu as d'autres stars, comme par exemple Shai Gilgeous-Alexander, ou pourquoi pas Giannis Antetokounmpo, que les Raptors avaient dans leur viseur il y a 2 ans, ces joueurs-là, s'ils s'avéraient disponibles et que tu as fait venir Kevin Durant, tu n'as plus les assets. Si c'est dans 2 ans, Durant aura 37 ans, les Bucks ne vont pas accepter un échange, par exemple, direct Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, il faudra que tu ajoutes des choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète? Comment tu vois tout ça? Est-ce que pour toi, ça serait vraiment un frein au fait que les Raptors puissent le faire venir? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses craintes? Au sein du front office des Raptors, je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, oui. Je veux dire, on va prendre point par point. Le tout, c'est d'y aller comme ça. Quand on me dit qu'il y a la possibilité d'avoir Kevin Durant pour 4 ans garantis, je suis désolé, mais non. Il n'y a absolument rien de garanti en NBA aujourd'hui. Je rappelle que Kevin Durant a signé son contrat il y a 1 an. Donc, si les Nets, l'année dernière, on leur avait dit, vous avez KD pendant 5 ans,
Regardez la situation aujourd'hui. Donc déjà, ça, pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire tu as Kevin Durant pour 4 ans garantis. Non, en plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça, qui fait ses choix de carrière de façon, allez, on va dire, surprenant ou discutable. Mais voilà, c'est un fait. Je ne critique absolument pas ses choix. Il gère sa carrière comme il veut, c'est ses choix, mais qu'on vienne pas nous reprocher d'avoir des doutes derrière. À un moment donné, c'est logique aussi. Et à mon avis, si tu demandes à la plupart des fans des Nets, ils réfléchiront à 2 fois avant de faire revenir une star de ce genre. Mais bref. Donc oui, il faut peser le pour et le contre. Et autant on peut faire un parallèle sur la venue de Kawhi Leonard en 2019, autant je suis désolé, mais les risques n'étaient pas aussi grands. Ouais, et ça me permet de rebondir sur autre chose. L'effectif que les Raptors avaient en 2018 était bien plus expérimenté et avait bien plus montré qu'ils avaient les capacités d'aller loin pour chercher un titre que l'effectif actuel. Est-ce qu'il n'y a pas une question de timing aussi? Est-ce que c'est le bon timing pour acquérir Kevin Durant et l'ajouter à un effectif qui, pour l'instant, on ne va pas se mentir, il y a le potentiel pour moi. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a le potentiel pour dans 2-3 ans, avec cet effectif-là, avec les joueurs qui vont progresser, pour être contender. Mais est-ce que ajouter Kevin Durant en perdant potentiellement OG Anunoby, Gary Trent Jr., je pense Pascal Siakam, en tout cas 2 de ces 3-là minimum, plus peut-être un Precious Achiuwa ou un autre joueur jeune qui a du potentiel, est-ce que si tu ajoutes Kevin Durant, l'équipe est assez compétitive pour viser le titre tout de suite? Ça, c'est une autre question aussi. Après, on a la chance d'avoir Masai Ujiri. On peut aussi espérer qu'il sera en mesure de construire un effectif autour. On se rappelle qu'il avait fait l'acquisition de Marc Gasol à la trade deadline. Donc, il sera peut-être en mesure d'ajouter les joueurs nécessaires autour. Mais c'est une vraie question qui se pose, que Michael Grange a posée dans son article. Est-ce que le timing est le bon pour le faire arriver maintenant et être compétitif pour aller gagner le titre tout de suite? Et je rebondis sur un autre point qu'il a donné également. Est-ce qu'un Kevin Durant, ça t'assure un titre? Parce qu'on l'a vu, il n'a pas été capable de gagner un titre à lui seul, en dehors du fait d'avoir rejoint une équipe qui l'avait gagné à elle-même, qui sortait d'une saison all-time et qui a encore prouvé, sans Kevin Durant, cette année, qu'elle était capable de gagner le titre. C'est ça, c'est tout le monde qui vient dire que Toronto, en faisant venir Kevin Durant, est automatiquement contender. Non, je suis désolé, mais non. Kevin Durant, passé ces années Golden State, c'est quoi? C'est une fois les finales avec OKC? C'est ça, c'est ça. Pire encore, à Brooklyn, avec James Harden et Kyrie Irving, ça passe pas le deuxième tour. Alors, on peut me dire qu'il n'y aura pas tout ce mélodrama à Toronto parce qu'il n'aura pas un Kyrie Irving qui est là, qui n'est pas là, puis qui est là à mi-temps, puis qui est là, qui est James Harden, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Ok, oui, effectivement, il ne sera pas dans la même situation. Mais quand même, je rappelle que Kevin Durant nous a sorti là il y a quelques semaines que voir Golden State être champion, ça l'a vraiment retourné. Ah ouais, mais mon pote, si t'es pas capable de voir tes anciens potes gagner sans toi, fallait pas te barrer en fait. Tu vois? Et pour revenir sur la question de timing, il y a 2 choses. Effectivement, l'effectif de Toronto en 2018 était bien plus expérimenté. La présence de Kyle Lowry, de Serge Ibaka, qui était déjà là aussi au moment où Kawhi est arrivé. Mais il y a aussi ce que tu as lâché pour prendre Kawhi Leonard. Le départ de DeMar DeRozan nous a tous non seulement surpris, mais en plus fait peur parce qu'on était sur le meilleur scoreur de la franchise. On était sur un Kawhi Leonard qui avait fait certains choix de carrière aussi avec San Antonio. C'était tout sauf joli, ça s'est passé. Mais on avait lâché un pick de draft, un Jakob Poeltl que, avec tout le respect qu'on lui doit, on comptait pas vraiment sur lui et on ne voyait pas les prémices qu'on voyait chez Fred VanVleet ou chez Pascal Siakam. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas au niveau, ni elle n'a pas la reconnaissance d'un Pascal Siakam ou d'un Fred VanVleet. Aujourd'hui, pour faire venir Kevin Durant, il faudrait lâcher un de nos 2 All-Stars, Pascal Siakam ou Fred VanVleet, et potentiellement 2, voire 3 de nos jeunes de moins de 25 ans. Et on vient même nous dire que ne pas vouloir lâcher Scottie Barnes, c'est un scandale.
Sans parler des pics de draft sur les 10 prochaines années. C'est quand même un prix conséquent pour Kevin Durant. Encore une fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, il y a d'un côté le prix fixé par Brooklyn et de l'autre ce que Toronto est prêt à donner. Et pour moi, il ne faut pas faire ce trade à moins que le prix final se rapproche plus du prix de Toronto. Si c'est à Toronto de faire des concessions, c'est que c'est pas une bonne idée. Parce qu'en plus, ce qu'on oublie de dire, c'est que Toronto a la sensation d'être la mieux placée ou du moins dans la capacité d'offrir le meilleur package à Brooklyn. Une raison à cela, c'est l'histoire des types de contrats, du fait que Ben Simmons soit dans l'effectif de Brooklyn. Ils ne peuvent pas faire venir des joueurs comme Donovan Mitchell, comme Bam Adebayo, comme ils ne sont pas intéressés par DeAndre Ayton. Voilà, il y a en plus des franchises qui ne seront a priori pas intéressées par la venue de Kevin Durant. Je pense à Golden State par exemple. Je pense à Minnesota qui a l'air d'être parti dans un délire de Twin Towers moderne. Voilà, donc Toronto a l'air d'être en pole position et ils le savent. Donc pour moi, Masai Ujiri, tout ce qu'il fait, c'est qu'il joue la montre. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, à moins que Brooklyn se dise OK, pour faire venir Donovan Mitchell, pour faire venir Bam Adebayo, on transfère Ben Simmons. Sauf que ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être dans les plans des Nets. Donc, Toronto a plutôt intérêt à dire écoute, de toute façon, c'est avec moi que tu vas devoir traiter, donc moi j'attends. C'est à toi de faire un pas vers moi. Ouais, mais c'est ça, tu as raison. Moi, je pense qu'en fait, ça va vraiment dépendre des autres offres que les Nets vont recevoir. Et plus tu attends, plus tu peux un peu jauger et voir que les Nets n'acceptent pas forcément certaines choses. Après, je ne sais pas ce qui sera proposé par les autres équipes. On a parlé de Portland, on a parlé, qu'est-ce qui est sorti encore ces derniers temps? C'est pareil, Portland, je ne vois pas ce qu'ils ont à C'est proposer, ça, parce qu'en plus, exactement. ils viennent de re-signer. Leur jeune à gros potentiel, c'est Anthony Simons, qui viennent de signer, donc ils ne peuvent pas le transférer. Mhm. C'est ça, et Donc Miami. déjà ça, il y a un problème. Miami, ils ne peuvent pas leur donner à Adebayo. Ouais. Phoenix, apparemment, Brooklyn n'est pas du tout intéressé par DeAndre Ayton. Et je vois mal Phoenix envoyer Devin Booker, il faut être honnête. Donc, Toronto a l'air d'avoir un matelas relativement confortable d'avance sur les équipes qui voudraient se positionner sur Kevin Durant et même sur les équipes que Kevin Durant a mis dans sa liste de priorités, donc Phoenix et Miami. Donc pour moi, Toronto n'est pas entre guillemets totalement dans l'urgence. Surtout qu'en plus, ça paralyse toute la ligue, parce que du coup, c'est le domino à partir du moment où il va tomber. On n'a toujours pas d'update sur la situation de DeAndre Ayton, alors que c'était le gros poisson de cette free agency. Sauf qu'un tweet du Vosges, et puis hop, ça paralyse tout le monde, quoi. Le gros poisson s'est fait manger par une baleine. C'est ça, c'est ça. Bon, essayons de voir les côtés positifs quand même, parce on a mis en avant les freins au fait de recruter Kevin Durant. Si Masai réussit son coup et qu'il arrive à construire une équipe compétitive, déjà, je voudrais balayer d'un revers une chose. Je pense que Kevin Durant ne sera pas contre le fait de venir à Toronto. J'ai lu Non, par-ci bien sûr. par-là que des gens disaient Oh, mais est-ce que Kevin Durant veut venir à Toronto? Kevin Durant aime Toronto. Il n'y a même pas forcément d'animosité envers les fans par rapport à ce qui s'est passé avec sa blessure dans les finales NBA. On l'a vu dans plusieurs interviews dire que c'est l'endroit où il préfère jouer. Et je pense qu'avoir ces fans-là de son côté, ça serait un pur bonheur pour lui. Kevin Durant, ce qu'il faut dire aussi, je voulais aussi balayer cette chose-là, ceux qui disent que c'est un joueur personnel qui va jouer pour sa gueule. Moi, je trouve que c'est l'opposé de ça. C'est exactement le genre de joueur qui pourrait prendre 40 tirs par match, en avoir rien à foutre et scorer 40 points à chaque match, mais qui aime être dans un collectif et dans un vrai système. Et pour moi, et les éloges qu'il avait fait de Nick Nurse sur la défense de Nick Nurse sur lui, je pense que ce serait vraiment un pur bonheur pour lui d'être dans le système Nick Nurse. Et ensuite, s'il pouvait jouer avec Scottie Barnes, à mon avis, ça serait du régal pour lui parce qu'on a déjà vu à quel point il a kiffé l'affronter. On se rappelle de ce match Scottie Barnes contre Durant où il lui arrache le ballon dans les mains, il lui a mis un fadeaway dessus, il a fait une défense de fou.
même si je crois que les Nets avaient gagné ce match-là. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je sais qu'il y a le match à Brooklyn. On les avait battus 2 fois de suite, non? On a Je perdu à sais plus. Brooklyn contre Ah, on a Kevin peut-être Durant. perdu chez eux. Kevin Durant est une équipe décimée. On est allé en prolongation. Il avait été énorme, Durant. Ouais, ça devait être ça, ouais. Mais je crois qu'à Toronto, on avait gagné à vérifier. N'hésitez pas dans les commentaires à nous reprendre si c'est faux. Voilà, comme ça, on peut tous se tromper. Mais voilà, je pense que après, il va falloir voir qui on est capable de mettre autour de lui. Mais c'est clair que si Masai arrive à réussir le coup d'être en mesure de conserver Van Vliet, Siakam et Barnes, pour moi, il faut le faire. Par contre, là, après, tu bricoles autour, mais tu as un Big Three, Big Four même. Siakam, Van Vliet, Barnes et Kevin Durant, tu mets des joueurs autour. On a encore des joueurs on a des joueurs de devoir. On vient de récupérer Otto Porter, Tadeusz Young, on a Chris Boucher. J'espère qu'on puisse ne pas lâcher Precious, mais bon, faut pas si tu lâches pas Siakam, tu lâches Precious. Hein. Ouais, je pense. C'est sûr. Donc pour moi, l'intérêt, à la limite, ça me fait mal de le dire, hein, mais je préfère lâcher Siakam que Precious, Gary et OG. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Pour moi, il vaut mieux lâcher Siakam, qui en plus, je rappelle que Van Vliet, si on garde Van Vliet, Siakam, KD, bonjour la flexibilité financière derrière. Hein. Donc, remplacer le gros contrat de Siakam par le gros contrat de KD, ça me dérange moins déjà. Si on parle purement financier. Hein. Et si derrière, ça se passe, entre guillemets, pas très bien, tu as gardé un de tes jeunes quand même entre Scottie Barnes, OG, Gary, Precious. Tu as quand même comment dirais-je, ce groupe de jeunes, sachant qu'en plus, tu auras envoyé tes pics jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut quand même garder un minimum de joueurs d'avenir. Une chose, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au côté un peu personnel de Kevin Durant. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect purement terrain. Effectivement, il va jouer pour l'équipe. On sous-estime beaucoup sa défense. D'ailleurs, on parle de lui comme l'arme offensive ultime, mais de l'autre côté du terrain, c'est très très lourd, vraiment. Faut bien être conscient de ça. En revanche, ce que je n'aimerais pas, c'est que si ça ne mène pas à un titre, imaginons là, on fait le transfert, peu importe ce qu'on envoie, etc. Et on s'arrête en demi-finale de conférence, finale de conférence, etc. Faut pas que durant l'été, Kevin Durant vienne nous dire ouais, mais on va faire venir mon pote et tout, machin, ça va bien se passer, etc. Ça non, je suis désolé. Qu'on lui demande son avis, j'ai aucun problème là-dessus. Kevin Durant, il arrive demain à Toronto, c'est le meilleur joueur de l'équipe techniquement. C'est clair, juste aucun débat là-dessus. Par contre, celui qui gère l'effectif, qui est conscient des besoins, etc., qui organise le jeu, c'est Masai Ujiri, Bobby Webster, Nick Nurse. C'est tout. Kevin Durant, il a son mot à dire sur, entre guillemets, que dalle. On lui demande son avis, mais la décision finale, elle revient à Masai. Définitivement. Donc, et c'est là-dessus que je ne sais pas s'il est prêt à ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas trop de doutes en vrai là-dessus par rapport au fait que Toronto soit une franchise solide et qui ne laisse pas forcément. Après, on n'a jamais eu un joueur de ce calibre-là. C'est ça aussi. Et de cette envergure au niveau de l'influence, parce que c'est vrai que Kawhi était exceptionnel, mais on ne l'entendait pas. Il n'a pas fait de remous, rien du tout. Non, il n'avait pas ce caractère du tout, non, c'est sûr. Absolument pas. Donc, ça peut être un risque. Moi, je n'ai pas trop de doute là-dessus, mais tu as raison de le souligner parce qu'on ne sait jamais. Mais après, je pense que ça, Masai, Nick Nurse, même Bobby seront capables de le gérer. Ça va être déterminé en amont. Ça, ils vont lui dire de toute façon, tu viens chez nous, mon gars, tu es dans une situation solide, fais-nous confiance. Il y a autre chose aussi, à mon sens, un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est que Toronto, par définition, n'est pas une destination d'agents libres. On l'a dit, on a tous sauté au plafond presque quand Otto Porter est arrivé la semaine. C'était notre meilleur agent libre depuis on ne sait pas combien de temps. Ce qui est vrai, ce qui est factuellement vrai. Sauf que, est-ce que faire venir Kevin Durant, c'est pas, entre guillemets, accepter cette fatalité de dire que de toute façon, pour avoir une superstar, il faudra soit qu'on la draft et qu'on la conserve, en espérant que Scottie Barnes devienne cette superstar,
ou alors on est obligé de faire un trade sensationnel au moment où une star décide de se barrer d'ailleurs. Moi, il y a une chose, un changement, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans l'ensemble de la NBA ou etc. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais Fred VanVleet, Pascal Siakam, vous avez vu le visage de Scottie Barnes quand il a été drafté à Toronto? Alors, effectivement, il était annoncé au Magic. Moi aussi, je préférerais être à Toronto qu'à Orlando, clairement. Mais voilà, sans disrespect aux fans du Magic. Mais il y a quand même un côté. Gary Trent Jr., il était à Portland. J'allais dire sa santé mentale, mais oui, a quand même fait un gros bond depuis qu'il est arrivé à Toronto. Les déclarations de son père ne trompent pas là-dessus. Donc, Toronto est en train de se développer une image de franchise très bien gérée, de franchise saine, financièrement et humainement. Regardez ce qui se passe à Charlotte, par exemple. À Toronto, Terence Davis, il a été envoyé à l'autre bout du pays sans trop traîner. C'est Jalen Harris qui a dû être envoyé en Europe parce qu'il avait violé les règles NBA anti-drogue. Il a été suspendu voilà. Pour la drogue. Il n'y a pas, on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour, que ça éclate un dossier comme ça. On ne sait pas, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Toronto est en train de se développer une image de franchise avec une vraie culture de la gagne année après année. C'est-à-dire que même si on ne vise pas le titre, Toronto n'a jamais visé la draft à part la saison à Tampa. C'est-à-dire, si on enlève la saison à Tampa, il y a eu finale de conférence, 2 fois playoff, on se fait balayer par LeBron. Oui, ça arrive à des gens bien, je suis désolé. Ça arrive à tout. Titre en 2019. Saison à Tampa, dans la bulle, où le Covid casse tout le rythme, on était extrêmement bien et on ne sait pas ce qui se serait passé sans ce Covid. Derrière, il y a la saison à Tampa qui est catastrophique, mais bon, tu joues toute l'année à l'extérieur, dans une salle limite pas homologuée NBA, enfin bref, c'est n'importe quoi. Tu retournes à Toronto, tu as la moitié de la saison sans public, et l'équipe aligne quand même 48 victoires. Donc, on pourra me dire que c'est que la saison régulière, c'est les playoffs qui comptent. Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Mais depuis plusieurs années, Toronto vise les playoffs. Et ne vise pas les playoffs à la 8e place. Il vise l'avantage du terrain. Donc, il y a cette image-là. Tu parlais de Kevin Durant qui dit Nick Nurse, Fred VanVleet, tout ça, il y a des fans de fou. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit à travers la ligue. Donc, pour moi, petit à petit, l'image de Toronto va changer. Et je ne voudrais pas qu'on devienne la franchise estampillée, on forme des jeunes jusqu'à ce qu'il y ait une star qui veuille se barrer et là, on envoie tout et c'est all-in à chaque fois. J'aurais du mal à ce que ça devienne ça. Je comprends, mais après, pour moi, c'est le mode de développement des Raptors du fait de tout ce que tu as dit, qu'ils n'arrivent pas à attirer des free agents et que pour obtenir la star qui te fait passer le niveau supérieur, tu es obligé d'incorporer une star justement à travers un trade. Mais non, je pense que… mais est-ce que, je vais poser une question, je ne suis pas à la NBA depuis suffisamment longtemps pour avoir cette connaissance-là, mais Golden State aujourd'hui attire des agents libres de fou. C'était le cas avant l'avènement de Curry, Klay Thompson? Il me semble pas. Voilà. Donc, effectivement, il faut l'explosion de joueurs all-time. Je comprends le principe. Mais pour moi, le fait de ne pas être une destination de free agent, ce n'est pas une fatalité à partir du moment où la franchise est bien gérée et fait ce qu'il faut pour devenir de plus en plus attirante, sa culture de l'image. Surtout qu'à Toronto, je suis désolé, mais tous les joueurs le disent, on a un pays derrière la franchise. Ça, c'est quelque chose que les joueurs NBA vont se mettre à sentir de plus en plus. Ouais, clairement. En plus, avec le basket qui est en train de grandir au Canada, on a vu une équipe nationale qui arrive à faire venir ses stars. Un Shai Gilgeous-Alexander qui a fait un match phénoménal pour sa première avec Team Canada. Waouh! Je n'ai pas été en mesure de le regarder, mais les quelques highlights, c'était… En fait, il manque un pivot à l'équipe canadienne et ça peut faire très, très mal. Hein. Ça peut faire très, très mal. On s'éloigne un petit peu du sujet. Oui, mais voilà. On a plutôt fait le tour. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter
Non, on espère juste que si le trade se fait, ça ne se fasse pas dans 2 mois. Ce serait bien que ce soit fait entre guillemets le plus rapidement possible. Même si plus le temps passe, plus Toronto est avantagé. Encore une fois, je le dis. Mais j'aimerais pas que Kevin Durant arrive 3 semaines avant le camp d'entraînement, quoi. Ce serait bien que les joueurs puissent avoir l'été quand même pour savoir avec qui ils vont se retrouver au mois de septembre. Je voulais revenir sur un dernier truc. J'ai jeté un coup d'œil sur l'article de Michael Grange qui disait que ces dernières années, les super teams ne fonctionnent pas, et qu'il n'y a pas de garantie forcément. Mais pour moi, Kevin Durant qui arrive à Toronto, ce n'est pas justement forcément une super team. C'est une superstar qui arrive dans un contexte où il a énormément de très bons role players et un système défensif, collectif qui est élite. S'il arrive à s'incorporer là-dedans, et j'en ai pas vraiment de doute parce qu'il a un QI basket juste exceptionnel, s'il arrive à s'incorporer là-dedans, ça ne peut que marcher. Après, bien sûr, il y a toujours les histoires de blessures, il y a toujours une part de chance pour aller gagner un titre. Oui. Ce n'est pas un titre garanti de toute façon. Il n'y a aucun titre qui est garanti. Même pour les Warriors, au final, qui avaient leur super team, on avait dit ils vont faire le three-peat, et voilà, ils ont eu des blessures. Donc, forcément, il y a toujours des risques. Mais en tout cas, pour moi, ça ne serait pas une super team. Et c'est peut-être le seul exemple de son article qui est un petit peu discutable. Le reste, je suis plutôt d'accord avec lui. J'avais tweeté que c'était assez pessimiste, mais après avoir relu, et toi, tu m'avais repris, et au final, je suis plutôt d'accord. Les doutes sont quand même là. Il peut en avoir. Après, je comprends aussi tous ceux qui sont super optimistes et qui se disent c'est une occasion peut-être qui ne se représentera pas d'avoir un tel joueur, même s'il a quand même 34 ans et que c'est ses dernières années en NBA. Donc, on ne sait jamais. Il peut y avoir des blessures, mais après, ça peut bien se passer. On a un staff médical qui est excellent aussi, il faut le souligner. Peut-être que les Raptors n'hésiteront pas aussi à faire du load management s'ils acceptent ça et à faire comme en 2018, permettre justement aux autres joueurs, quand Durant n'est pas là, de briller et de progresser parce que ça a été aussi l'une des clés de 2018. Siakam en a beaucoup parlé. Il a dit, nous, quand Kawhi n'était pas là, en fait, on était contents. On se disait, cool, on va avoir plus de ballons. Et ça a permis à tous les joueurs de se développer, de développer une alchimie ensemble. Donc voilà, on va suivre ça de près. De toute façon, quoi qu'il en soit, in Masai with trust, on n'a pas trop de doute à avoir sur le fait qu'il fera les bons choix. On n'a pas trop le choix non plus, tu me diras. De toute façon, c'est pas nous qui allons signer le chèque. Mais on dort quand même plus tranquillement en sachant que c'est Masai qui gère le truc. Voilà. On va pas se mentir. Ça sera une bonne conclusion à la question Raptor du jour. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle les choses habituelles. Continuez à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors. Et à bientôt pour la Summer League qui démarre dans moins d'une semaine. Salut.